Mais d'abord, les enjeux de la COP26 à Glasgow. Les États commencent à afficher leurs nouveaux engagements en matière notamment de réduction des gaz à effet de serre ou de lutte contre la déforestation. Gaspard Flamand. Les premières mesures de la COP26 sont actées. Pour limiter le réchauffement climatique au niveau mondial, plus de 80 pays se sont engagés à réduire de 30% d'ici 2030 leurs émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Autre engagement, enrayer la déforestation. 100 pays, dont le Brésil et les États-Unis, promettent de protéger les forêts. Les États-Unis aideront le monde à atteindre notre objectif commun d'arrêter la perte naturelle des forêts et de restaurer au moins 200 millions d'hectares supplémentaires de forêts et d'autres écosystèmes d'ici 2030. Ce plan est le premier du genre et il s'agit d'une approche de l'ensemble du gouvernement. Autre enjeu important de cette COP26, l'aide des pays riches, les plus gros pollueurs, aux pays pauvres pour les aider à faire face à la crise climatique. 100 milliards de dollars par an ont été promis à partir de 2023. Aujourd'hui, il est à peu près certain que les pays d'Afrique, du Pacifique, de l'Amérique latine, Amérique du Sud et des Caraïbes qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui touchent le plus, nous le savons, ces financements. Et donc, au-delà de nos annonces, nous devons aussi avoir une transparence sur le suivi de l'utilisation de ces 100 milliards de dollars par an. Du côté des associations et des ONG, plus que des paroles, ce sont des actes concrets qui sont attendus. En marge du sommet, des militants d'Oxfam ont mis en scène l'arrivée des dirigeants mondiaux à Glasgow avec un message, plus de volonté politique. Alors que les dirigeants du monde entier arrivent à Glasgow, la dernière chose dont nous avons besoin, ce sont de discussions tièdes ou du vent. Ce dont nous avons besoin, ce sont des actes. Nous avons besoin d'actions pour réduire considérablement les émissions de carbone, dès maintenant. Toutes ces mesures ont pour but de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, car pour l'instant, la trajectoire donne une hausse de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. La COP26, au-delà des promesses, comment les transformer en actes justement? C'est le thème de notre débat et je vous présente mes invités. Sophia Cabej, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheuse au sein du pôle climat, énergie et sécurité de l'IRIS. Fabrice Bonifay, bonsoir, bienvenue à vous aussi, directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Vous êtes le président du collège des directeurs du développement durable, le C3D. Samuel Leray, bonsoir, bienvenue, responsable du plaidoyer à la fondation Nicolas Hulot. Et j'accueille également Frédéric Saïs. Bonsoir, bienvenue, éditorialiste politique à France Culture et qui sera à mes côtés ce soir et jeudi, évidemment, comme les autres éditorialistes, vous intervenez quand vous voulez dans le débat. Plus vous parlez, mieux c'est, mais je sais que vous n'avez pas besoin que vous le dise, ça devrait aller tout seul. Peut-être un point un peu général de ce que vous attendez les uns et les autres de cette COP26 à Glasgow. Je disais, au-delà des promesses, parce que des promesses d'hommes politiques, Sophia Cabej, et de chefs d'État, il y en a eu pas mal depuis ces dernières années. Oui, il y en a eu pas mal et il n'y a presque eu que ça. Quand on regarde, en fait, comment se sont traduits les engagements en actes. Alors aujourd'hui, la COP26, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on demande aux États de rehausser leur ambition. Rehausser leur ambition dans le cadre de l'accord de Paris. En fait, si vous voulez... Et tous les 5 ans. Quoi. Exactement. Une sorte de mécanisme où on demande aux États, à chaque fois, d'être de plus en plus ambitieux. Le problème, c'est pour ça que la COP, pardon de vous interrompre, s'appelle 26, parce qu'ils prennent des engagements pour... pendant 5 ans, c'est pas pour ça? Non, la COP s'appelle 26 parce que c'est la 26e fois que les parties, donc les signataires de la Convention cadre des Nations Unies, se réunissent, soit 26 ans après. Le dire. Voilà, alors, allez-y, continuez. Et donc, durant cette COP26, on attend des États qui rehaussent cette ambition, donc ces fameuses feuilles de route. Lorsqu'on vient analyser ce à quoi ils se sont engagés pour l'instant, donc dans le cadre de la COP26, on est à plus 16% d'émissions d'ici à 2030. Le GIEC nous recommande d'être à moins 45% d'émissions. Donc, on a un écart qui est quand même conséquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, depuis 2015, les émissions ont continué à augmenter. On atteint chaque année de nouveaux records de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on se rend bien compte qu'entre les promesses qui sont faites et les actes, il y a un grand écart. Ensuite, sur le financement, on l'a entendu juste avant dans le reportage, les fameux 100 milliards. Oui. Ces 100 milliards, ils ne sont pas nouveaux. Ils ont été réentérinés dans l'accord de Paris, mais ils avaient déjà été ça, on y reviendra en détail un peu après. En 2009, et donc là, ils s'engagent à les atteindre en 2023, mais la date limite, c'était 2020. Et ça, c'est crucial pour les États en développement, pour leur permettre justement la mise en place des politiques d'atténuation, d'adaptation surtout nécessaires. Et puis enfin, l'article 6 de l'accord de Paris,
c'est celui qui va un petit peu en fait fixer le cadre du marché carbone international et des mécanismes de compensation. Ça bloque depuis de nombreuses années sur sa mise en œuvre, mais justement c'est un outil qui est considéré comme indispensable pour les atteindre. On pourra peut-être en discuter après pourquoi ça bloque et comment faut le mettre. Quand j'entends votre premier constat, on pourrait presque se dire à quoi ça sert. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Bonifay? Ça sert à attirer l'attention sur le fait qu'il y a un vrai problème. Ouais. Ça sert au moins à ça. Maintenant, je partage le constat que vient de partager à l'instant votre premier invité. Si on continue au rythme actuel, on va vers, je crois, les spécialistes disent un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle en cours. Et donc, en termes de réduction de ce qu'il faudrait pouvoir faire tous les ans, c'est de l'ordre de 7% par an, donc l'équivalent de plus d'un Covid par an en termes de diminution de l'économie, parce que c'est ça que ça veut dire. Oui. Et donc, c'est complètement, pour rendre désirable cet objectif, c'est compliqué pour les politiques d'expliquer ça, en fait. Parce que quand on regarde la cause primaire du pourquoi on n'agit pas, en fait, pourquoi les États n'agissent pas, c'est que vous avez 20-30% des pays dans le monde qui sont exportateurs nets d'énergie fossile. Et qui, parce qu'ils n'ont pas mis en cause leur économie depuis des années, vivent essentiellement de leur exportation. L'essentiel des devises qu'ils récupèrent, c'est la vente d'hydrocarbures. Et puis les pays importateurs, pour les mêmes raisons, ont besoin de cette énergie pour faire tourner les machines, pour faire tourner la machine. Donc en fait, tout le monde a besoin de l'autre, en fait. Et de laisser sous terre la moitié des énergies fossiles restantes, c'est quelque part aujourd'hui, compte tenu que le mix énergétique mondial, c'est à 83% carboné, c'est renoncer à une manne financière gigantesque. Et les banques, aujourd'hui, si elles devaient considérer les actifs pétroliers ou gaziers comme échoués parce qu'on ne peut pas les exploiter, ça mettrait quand même aussi gravement en péril leur bilan. Donc la sobriété économique, parce qu'en fait il s'agit de ça, c'est pas quelque chose qui est facile d'expliquer aux gens en fait. Et c'est pourtant l'enjeu d'arriver à reconfigurer une économie de la sobriété qui soit vivable et désirable et qui soit surtout socialement juste. Oui, c'est ça. C'est ça qui est passionnant, Samuel Leray, c'est que c'est un changement de modèle, en fait, qu'il faut accepter, et c'est pas si facile de l'accepter. La question, c'est à quelle vitesse, avec quelle violence sociale on change de modèle. Mais c'est exactement ça l'enjeu de cette COP. Vous disiez à quoi ça sert. La COP, elle sert à ce que tous les États, chaque année, normalement, reviennent et remettent leurs engagements. Donc on a quand même un coup de projecteur sur les engagements de chaque État. Et à un moment donné, chaque État doit aussi revenir devant leur opinion publique pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas, pourquoi elle ne respecte pas leurs engagements, pourquoi est-ce qu'ils ne revoient pas à la hausse. Et là, pour rester sur le sujet précisément de la COP, parce qu'il se passait quelque chose d'intéressant hier avec l'Inde. L'Inde, qui était un des seuls pays du G20 qui avait justement pas revu à la hausse son ambition, l'a revu. Et aussi a mis un gros coup de projecteur sur la responsabilité des pays du Nord. Parce qu'ils ont dit, nous, on est prêts à la neutralité carbone. Et d'ailleurs, l'Inde, nous, souvent, on prend des engagements, on les tient, et même on les tient en amont. Et ce qui est intéressant, c'est un engagement très lointain, l'Inde. Alors, pardon, mais pour le coup, l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants, et 50% des Indiens n'ont pas accès à l'électricité, ou alors qu'une ou 2 heures par jour. Donc, il y a des enjeux de développement. Si on vivait tous comme les Indiens, et si on émettait tous autant de CO2 que les Indiens, il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas besoin d'organiser des COP. Donc, la responsabilité de l'Inde historique, par exemple, est beaucoup moins forte. Mais ce qu'elle dit... Donc, ça ne vous choque pas qu'ils prennent un engagement pour 2060 ? Il devra forcément être revu à l'hausse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent nous, on tiendra nos objectifs, à vous, pays du Nord, de tenir vos objectifs financiers. Et c'est là le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'on a des COP, et pourquoi c'est important de ces COP, c'est que les pays du Sud disent nous, on est prêts à nous engager, mais on a besoin que vous, pays du Nord, vous tenez vos objectifs. Et force est de constater que les États du Nord, les pays les plus riches, n'ont pas tenu leur promesse de 100 milliards de dollars par an. Ils ont refait la promesse en disant en 2023 on va y arriver, mais cette promesse elle a été faite à Copenhague en 2009 et on n'a pas été capable de le tenir, et donc là il y a une grosse responsabilité des pays du Nord, y compris la France et l'Union européenne. Mais, alors on entend tous les pourcentages comme ça, parfois même on s'y perd en termes de pourcentage de baisse d'émissions de CO2 sur les années à venir. Question toute bête, qui mesure? Est-ce que ce sont les pays eux-mêmes, auquel cas ils peuvent plus ou moins s'arranger avec la vérité, et surtout qui contrôle? Ça pose la question des mesures, des labels et finalement du constat de départ pour se donner une trajectoire d'une certaine façon. Samuel Leray, ou vous... Dans le cadre de gouvernance, je peux peut-être donner des éléments. Dans le cadre de l'accord de Paris, il y a un mécanisme de vérification. Donc, les États communiquent leurs feuilles de route, les fameuses contributions déterminées au niveau national, qui sont faites par les organismes nationaux. Et puis ensuite, ces contributions font l'objet d'une révision. Chaque État, alors on ne peut pas réviser les 196 parties,
plus l'Union européenne en même temps, et donc ça fait l'objet de révisions année en année. Ceci étant dit, en effet, ça pose des soucis, notamment en termes de capacité de comparaison, parce que parfois les contributions ne sont pas faites à la même échelle temporelle, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur le même temps, certains à 2030, d'autres à 2050, avec pas le même comparatif aussi. Si on dit par rapport à 1990, c'est pas la même chose que par rapport à 2010. Donc il y a des mesures de vérification. Ceci étant dit, par exemple, pour les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. C'est fait de manière beaucoup plus autonome, avec parfois des organismes indépendants au bon vouloir de l'entreprise, et puis notamment des pays, bien sûr. Dans les pays développés, on a quand même beaucoup plus de capacités. Les entreprises ont beaucoup plus de fonds aussi à investir. Dans certains pays en développement, c'est plus compliqué de réaliser ce qu'on appelle les bilans carbone, de suivre ce bilan carbone-là et puis tout simplement de mettre en œuvre la méthodologie nécessaire en fait pour l'analyser sur les différents périmètres des entreprises. Voilà. Oui. Alors c'est un enjeu par exemple européen, Fabrice Bonifay, c'est cette question du thermomètre, c'est ce qu'on appelle la taxonomie, donc c'est un peu compliqué, c'est un mot qui débarque dans notre vocabulaire médiatique depuis quelques années. Il faut expliquer ce que c'est la taxonomie et surtout quel impact elle va avoir sur le financement de notre économie européenne dans les prochaines années. Alors la taxonomie, c'est une nouvelle règle du jeu qui s'impose à un grand nombre d'entreprises, cotées notamment, mais pas seulement, les grandes entreprises. On leur demande de classifier leurs activités, pour faire simple, en 2 catégories. Celles qui sont considérées comme vertes et qui répondent à 6 conditions, dont 2 conditions sur le climat, l'atténuation et l'adaptation. Et puis les activités qui sont grises ou brunes et qui ne rentrent pas dans les critères de la beauté, de la performance environnementale. Et donc les entreprises, pour la première année, là, sont en train de faire cette classification en disant, voilà, telle activité rentre dans la bonne case. Par exemple, si vous faites des fermes solaires photovoltaïques flottantes, vous êtes plutôt dans le bon côté. Si vous faites des voitures thermiques qui émettent beaucoup de CO2, vous n'êtes pas dans la bonne catégorie. Mauvaise pioche. Et donc là, tout l'enjeu, c'est effectivement de flécher les financements. Donc les banques notamment puissent prioritairement, mais c'est pas une obligation, c'est là qu'on verra les limites de cette réglementation, fléchera donc les financements seront fléchés vers les activités dites vertes en priorité. Donc on ne sait pas comment exactement ça va fonctionner. Pour l'instant, les entreprises sont en train de faire cette classification des activités éligibles. Puis ensuite, il y aura l'alignement sur les 8 objectifs environnementaux qui ont été fixés par la Commission. Il ne restera pas grand-chose, en fait, dans le modèle économique des boîtes. On sait, ceux qui ont commencé à jouer, à anticiper, en fait, avec cette nouvelle réglementation, les plus chanceux d'entre elles, c'est 70%, et puis la plupart, c'est plutôt 20-25% de l'activité économique. Donc, ça fait une grande partie de l'économie qui n'est pas éligible. Et qu'est-ce qu'on va faire des gens qui travaillent dans ces industries-là ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va leur dire, oui, tu ne travailles plus dans une activité qui a de l'avenir, il va falloir reconfigurer tout ça. Et on voit dans l'industrie automobile, par exemple, tous ceux qui fabriquent des boîtes de vitesse, qui fabriquent des voitures thermiques, quand on sait qu'il n'y aura plus de voitures thermiques en vente à partir de 2035 dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait de ces usines ? Comment on va les démanteler ? Comment on va former les gens qui travaillent ? Les sous-traitants aussi, les chaînes de sous-traitance. Donc c'est des pans entiers de l'économie qui vont devoir se réinventer pour aller vers d'autres types d'activités, mais lesquelles ? Donc c'est un enjeu qui est énorme. Sur ce sujet-là, c'est important parce qu'il y a quand même un vrai sujet d'actualité aujourd'hui, puisque la question, elle est aussi de savoir qu'est-ce qu'on définit comme vert ou comme pas vert. Les définitions ne sont pas encore calées. Et donc il y a le sujet du moment, la révélation, c'est que la France soutient que le gaz et le nucléaire seraient des énergies vertes. Et donc, pour défendre le nucléaire, la France s'est alliée avec la Pologne, la Hongrie, donc toutes les démocraties où on a le gouvernement qui prend souvent la parole pour les annoncer comme illibéral, s'allie avec eux pour justement inclure le gaz dans la taxonomie comme les énergies vertes, alors que c'est quelque chose de très fossile et qu'on a besoin d'arrêter complètement les financements et publics et privés sur ce sujet-là. Donc là, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des doubles discours et des engagements. C'est compliqué d'aller à la COP à Glasgow, d'un côté de dire il faut sortir des énergies fossiles et de donner la leçon un peu à tous les États en disant vous devez revoir à la hausse vos engagements, et dans le même temps dire à Bruxelles nous on veut que le gaz soit dans les énergies vertes pour toutes les énergies, les investissements et publics et privés d'avenir. Donc là, ce double discours, la France, elle en est responsable. Il va falloir assez rapidement sortir, parce que ça, c'est des choses qui bloquent les négociations aussi. Les États, quand on discute entre les États du Nord et les États du Sud, quand on voit qu'un État comme la France tient ce double
double discours entre ce qui est fait en Europe et en France et dans les négociations internationales, eh ben ça bloque et ça ne met pas le climat de confiance qui est nécessaire pour arriver à un accord ambitieux à Glasgow. Alors ça nous amène sur on va parler évidemment du bilan d'Emmanuel Macron sur ce quinquennat, mais peut-être Frédéric Saïs sur la sobriété des politiques pendant cette campagne présidentielle qui démarre. Sobriété vraiment, est-ce qu'ils font une campagne qui tient compte de ces engagements, oui ou non? Vous avez essayé de trouver quelques critères. Oui, c'est un mot intéressant, sobriété, parce qu'il a changé de sens ces dernières années devant l'urgence climatique. Petit à petit, il s'est teinté de ce sens davantage écologie. La sobriété, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure énergie. On entend souvent ce slogan. Or, on voit régulièrement dans ces COP des militants ou des opposants politiques tisser des polémiques sur le fait qu'il y a beaucoup d'avions, qu'il y a beaucoup de voitures. On a vu Joe Biden à Rome quelques jours avant la COP26 avec ses 80 véhicules thermiques, l'escorte du président américain qui est classique. Alors évidemment, c'est un peu facile, c'est un peu caricatural de dire ça. Néanmoins, on peut se poser la question de ce qui va se passer pendant cette campagne présidentielle. Est-ce que certains candidats qui prônent la sobriété énergétique vont se l'appliquer à eux-mêmes? Et auquel cas, c'est pas si simple, parce que le pouvoir a une dimension de faste, de démonstration, de puissance. Vous devez avoir plus de militants que les autres. Vous avez des salles illuminées avec des écrans géants. Vous faites venir des militants en quart de l'autre bout de la France. C'est assez peu sobre énergétiquement. Et ceux qui vont décider de le faire vont peut-être être désavantagés par rapport à ceux qui ne sont pas du tout regardants. Alors, on a actuellement un quota maximal de dépenses pour les comptes de campagne. Vous savez, sur le volet financier, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 22 millions d'euros par campagne. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans l'avenir, pas pour maintenant, une sorte de quota CO2 pour chacun des candidats, qu'il soit à la fois responsable et qu'il puisse faire cette campagne de manière équitable et durable. Celui qui est peut-être le plus, c'est Arnaud Montebourg qui fait sa campagne en TER. Exactement. Donc là, je pense qu'il coche, c'est pas si mal. Il coche quelques-unes des cases. Je voudrais que Jonathan Dupriez nous rejoigne. Je pense qu'il ne doit pas être très très loin, juste derrière en coulisses. Je vois ses pieds derrière le rideau. Donc Jonathan, vous pouvez venir pour nous informer sur le Sénat, Jonathan, qui s'est emparé de ce sujet de la COP26 sous la forme d'une résolution. On va faire un peu de pédagogie parlementaire. C'est quoi une résolution? Oui, je vais vous expliquer peut-être en 2 mots ce que c'est une résolution. Ça ne doit pas parler à tout le monde. En fait, pour faire simple, Thomas, c'est lorsqu'un ou plusieurs groupes politiques du Sénat décident lui-même en fait de débattre d'un sujet, d'un texte dans l'hémicycle qu'on peut voter aussi sur un sujet évidemment du choix de ces groupes politiques. Au menu du jour donc, c'est une surprise pour personne, la COP26 de Glasgow. Les sénateurs ont voulu en quelque sorte faire un peu leur COP dans l'hémicycle et à l'unisson, ils ont plaidé pour, je cite, un accord ambitieux et pour qu'un accord justement ambitieux en découle, sauf que ce vote de cette résolution, contrairement à la loi, eh bien, il n'est pas contraignant. Alors, il n'empêche que les échanges sans surprise ont été l'occasion pour les parlementaires de rappeler l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique, comme l'a souligné Didier Mandeli, qui est l'un des co-auteurs de la résolution, en reprenant les mots d'Antonio Guterres. Écoutez. Il est temps de dire assez. Assez de brutaliser la biodiversité, assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone, assez de traiter la nature comme des toilettes, assez de brûler forêts et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes. Ces mots ont été prononcés par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU à Glasgow, pour l'ouverture de la COP26 il y a quelques heures. Près de 50 ans après le premier sommet de la Terre à Stockholm, ces mots ont une consonance particulière. Ils traduisent l'urgence climatique. Alors on pourrait se dire à quoi ça sert, franchement, des mots par-dessus des mots. L'idée des sénateurs, c'est quoi? De faire bloc derrière la délégation française, symboliquement? C'est exactement ça. En fait, depuis la COP21, la France qui se place un peu en garante des accords de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement bien en deçà des 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et il y a aussi le fait qu'Emmanuel Macron se place lui-même, revendique souvent lui-même ce leadership en matière d'écologie sur le plan international. Et même si nous-mêmes, nous n'avons pas rempli tous les objectifs fixés par l'accord de Paris, je rappelle que l'État a été condamné en 2021 pour inaction climatique. Les parlementaires ont maintes fois insisté sur ce rôle prépondérant que, selon eux, devrait jouer l'Hexagone face notamment aussi à des pays récalcitrants comme la Chine, l'Inde ou pourquoi pas la Russie. Écoutez. Une proposition de résolution de ce type envoie déjà un premier message important, le soutien que la représentation nationale apporte aux négociateurs français et européens en leur demandant de rester les moteurs de la négociation climatique internationale, de préserver la dynamique de l'accord de Paris, accord complexe et probablement incomplet, mais qui reste à ce stade le seul socle de négociation multilatérale sur le climat.
Voilà. Et en votant cette résolution, le Sénat veut aussi dépasser en quelque sorte le vœu pieux de la simple résolution en proposant des pistes pour renforcer la coopération avec les États du Sud. Vous en avez parlé sur ce plateau, pour notamment résorber les inégalités en matière de développement. C'est un sujet qui est assez explosif, plusieurs fois pointé du doigt par les parlementaires cet après-midi. Le fameux fonds de 100 milliards de dollars par an qu'on appelle les financements climat. Ce fonds qui existe depuis 2009 et qui a été promis par les pays du Nord à ceux du Sud pour financer leur transition écologique, eh bien, il n'est pas à ce jour complété chaque année, et donc le compte n'y est pas, et ça aussi certains sénateurs l'ont dit dans l'hémicycle. La France respecte aujourd'hui ses engagements en la matière. Ce n'est pas le cas de tous les pays. La mobilisation de ces fonds est impérative. Sans elle, il est illusoire d'espérer que les pays en développement, particulièrement ceux du continent africain, prennent avec nous le chemin de la neutralité carbone. Voilà, et pour conclure, je vous donne ce bon mot d'un des parlementaires qu'on a pu recueillir. Il ne faudrait pas que la COP de Glasgow finisse en douche écossaise. Voilà un petit trait d'humour qui ne fait jamais de mal vu la gravité des enjeux. Effectivement, je n'ai pas osé la faire celle-là. Et merci. Merci au parlementaire qui a décidé de la faire à ma place. Je voudrais qu'on ouvre, et j'avais besoin de cette chronique pour le faire, un chapitre autour de l'action du président de la République depuis 5 ans. Je commence avec vous, Fabrice Bonifay. Quel bilan vous faites du quinquennat Macron ? Il en parle bien. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il en parle bien. Mais in fine, c'est l'histoire qui retiendra si, oui ou non, la France a diminué ses émissions. Je pense que tout le monde dit, j'entends beaucoup de commentateurs dire la France est exemplaire parce qu'on a une électricité qui est nucléaire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que 70% du mix énergétique de la France, c'est du fossile. On a la chance d'avoir 30% d'électricité nucléaire. D'ailleurs, le nucléaire n'a pas été fait pour émettre moins de CO2. C'était pas ça du tout à l'époque. Enfin, il s'avère que ça nous aide aussi un peu. Mais le mix énergétique de la France est très carboné, comme les autres pays européens, pour le transport, pour le chauffage, etc. Donc, nous aussi, on n'est pas exemplaire dans tous les domaines de la consommation des énergies fossiles, loin s'en faut. Et donc, on aurait tout intérêt à accélérer la transition de nos modèles économiques, de nos entreprises, parce que si on devient les grands champions de la sobriété, parce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer, eh bien c'est une stratégie qui peut s'exporter, la sobriété. La sobriété dans l'efficacité énergétique du bâtiment, je sais de quoi je parle, dans la rénovation du bâti, public et privé, dans la sobriété dans les transports aussi, la démobilité. Les transports, il n'y a pas que le kilowattheure, le non consommé qui coûte le moins cher en carbone, c'est aussi les kilomètres non effectués. Et plus tôt on va faire basculer notre industrie vers une industrie de la résilience et de la sobriété, plutôt on sera capable d'exporter ce savoir-faire sur tous les continents. Mais pour ça, il faut s'imposer à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre en place, s'auto-contraindre nous-mêmes pour nous inciter à agir vite. Ça s'appelle une fiscalité du carbone. Ça s'appelle aussi des nouveaux usages de la régulation qui peuvent être, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont structurellement sous-utilisés. Par exemple, des écoles qui sont utilisées 15% du temps, 20% du temps, même des bâtiments tertiaires. Pourquoi ne pas inventer demain une nouvelle forme de fiscalité à l'usage ? Plus le bâtiment est utilisé par différents types d'utilisateurs, moins ils payent de taxes. Ça inciterait en fait les propriétaires de bâtiments à trouver des utilisateurs secondaires pour maximiser le fonctionnement de leur bâtiment. Ça nous permettrait peut-être de construire un peu moins pour avoir plus de ressources pour rénover. Parce que l'important, c'est quand même les 35 millions de logements à rénover en France. On en rénove à peine 125 000 par an. Il faudrait en rénover 700 000. Je ne sais pas si vous voyez un peu le gap, on est quand même loin du compte. Et donc, ce qu'on a besoin, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est de prendre des mesures fortes pour flécher des financements, mais aussi de la régulation pour accélérer notre transition, parce qu'on en a besoin. Arrêtons de dire qu'on est exemplaire. On est exemplaire sur l'électricité, mais on n'est pas exemplaire sur tous les autres points. Plus tôt on sera exemplaire, plus tôt on aura une industrie forte qu'on pourra exporter dans les autres pays du monde. Samuel Leray, je vais vous demander, vous aussi, de faire le bilan. Vous l'avez un peu amorcé tout à l'heure. On se doute qu'il va être assez critique. Mais avant ça, je voudrais proposer 2 interventions du président de la République. Celle à l'ouverture de la COP 26 à Glasgow hier. Et puis on l'a mise en miroir avec sa déclaration du 2 juin 2017. On est juste après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Vous vous souvenez du Make Our Planet Great Again. C'est parti. Toutes les économies développées doivent désormais contribuer à leur juste part, car le leadership exige l'exemplarité. Nous devons donc trouver tous les moyens pour que les pays les plus riches
accélère ce financement, car nous nous sommes engagés à mettre sur la table ces 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025, avant que nous ne mettions encore davantage après. Je vous demande de rester confiants. Nous réussirons car notre engagement est total. Car où que nous vivions, qui que nous soyons, nous partageons tous la même responsabilité. Rendre sa grandeur à notre planète. Samuel Leray, l'un des symboles du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le départ de Nicolas Hulot de son gouvernement. Bah si, quand même. Voilà, vous êtes responsable du plaidoyer à la Fondation Nicolas Hulot. Oui, non, mais c'est un des symboles. Enfin, je sais pas, je laisserai les éditorialistes faire cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse à la Fondation Nicolas Hulot, c'est les chiffres. Et Nicolas, il l'avait dit quand il avait quitté le gouvernement. On est sur le bon rythme sur aucun sujet lié aux questions environnementales, que ce soit sur le climat ou la biodiversité. Et finalement, le bilan que moi je tire, c'est quand même le résultat de l'affaire du siècle. Vous savez, c'est l'affaire qui a fait condamner l'État en justice pour inaction climatique. Là, et moi je voudrais me projeter aussi sur les mois qui viennent, puisque l'idée c'est pas que de faire le bilan du quinquennat, c'est aussi de dire il reste quelques mois. C'est ce que je disais en ouverture. Derrière les promesses, quels actes? Voilà, qu'est-ce qu'on attend? L'État a été condamné. La demande, c'est de réduire de 15 millions de tonnes de CO2 d'ici 2022. Ce qu'on attend actuellement... Pour l'instant, il n'y a pas d'astreinte. Il n'y a pas d'astreinte, mais il y a quand même la condamnation. Pénalité. Il y aura certaines... Alors, potentiellement, à quelle date? On peut être précis là-dessus. Donc, ils doivent réduire de 15 millions de tonnes de CO2 d'ici le 31 décembre 2022. Et donc, si jamais ce n'est pas fait, nous, les organisations qui ont attaqué l'État en justice, on ressaisira. Et là, on espère qu'il y aura une astreinte si l'État n'a toujours pas respecté. Mais la décision de justice, elle est là. L'État, et donc c'est de savoir si on est dans un État de droit et si les responsables politiques, mais Emmanuel Macron, mais comme tous les candidats à l'élection présidentielle, on aimerait savoir... Ça concernera Emmanuel Macron s'il est réélu ou les autres. Ou les autres, de savoir comment, c'est quoi leur plan pour tenir cette obligation de réduire de 15 millions de tonnes de CO2. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est on va arriver dans une séquence où la France va prendre la présidence de l'Union européenne et il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table. Donc c'est un peu la dernière grande chance pour Emmanuel Macron d'avancer sur ces questions-là. Et il y a des sujets où sur la France, pour le moment, elle bloque. Notamment, on a parlé de la voiture tout à l'heure. Le pays actuellement qui bloque l'accord pour avoir un accord de fin de vente des véhicules diesel et essence dans toute l'Europe en 2035, c'est la France qui veut une dérogation pour aller jusqu'en 2040. Et donc ce point-là, c'est important parce que si on va en 2040, on ne tient pas les objectifs climatiques. Même 2035, c'est un peu tard. Il faudrait aller à 2030 et laisser une dérogation pour les hybrides jusqu'à 2035. Nous, c'est ce qu'on propose à la Fondation Nicolas Hulot. Mais c'est sur ce sujet-là qu'on l'attend maintenant. Sur le passé, l'État est passé, la justice est passée, l'État a été condamné, donc le bilan finalement, il est fait. Maintenant, sur les 7 mois qui restent, sur les quelques mois qui restent, on attend une présentation de comment est-ce qu'on réduit ces 15 millions de tonnes et une présidence française de l'Union européenne qui soit ambitieuse, avec une France qui soit à l'avant-garde des questions, notamment sur la question de la voiture, pour non pas abaisser l'ambition proposée par la Commission européenne, mais bien le relever. J'ouvre une parenthèse, et puis après on va parler du poids diplomatique d'Emmanuel Macron sur ces questions, mais imaginons qu'un candidat ou une candidate climato-sceptique l'emporte à la présidentielle, vous croyez vraiment qu'ils vont respecter la décision de justice? C'est la question de savoir si on est dans un état de droit, et j'espère que vous êtes tous les deux journalistes, vous poserez la question à tous les candidats qui sont là, de savoir c'est quoi votre plan, est-ce que vous respectez la justice, est-ce que pour vous une décision de justice c'est quelque chose qu'on doit tenir en tant que candidat, en tant que responsable politique? Je pense que c'est une vraie question. J'espère que le ou la future présidente de la République tiendra cette promesse. Sinon, ça voudrait dire que nous, on devra retourner sur les tribunaux pour les ressaisir à nouveau sur cette question-là. Sophia Cabej, le poids diplomatique d'un Emmanuel Macron, là, effectivement, on a entendu une partie de son discours qui portait sur le Nord-Sud, que vous évoquiez tout à l'heure, mais il pèse quoi dans cette COP 26 et d'une manière générale par son bilan, peut-être en leadership européen sur ces questions? Alors, Emmanuel Macron, il a aussi gagné du fait que le quinquennat précédent avait eu justement une diplomatie climatique particulièrement efficace dans le cadre de la COP 21, qui avait donné lieu en amont, avant la tenue de la COP, à de nombreux voyages, à de nombreuses négociations à huis clos, qui avaient fait que l'accord de Paris a été à succès, en tout cas dans son adoption en 2015. Et donc, il a un petit peu récolté les fruits de l'image française à l'international pendant le début de son quinquennat. Son Make Our Planet
It Great Again, ça a été un super slogan marketing. Par contre, un très bon coup de com', hein, il a été repris partout. Puis c'est quelque chose qui parle aux Américains notamment. Voilà, c'est quelque chose. Ça parlait à tous les Américains qui n'étaient pas satisfaits du fait que leur pays soit sorti de l'accord de Paris. Notamment. Donc, et puis aussi un leadership au sein de l'Union européenne, un leadership autoproclamé, faut le dire aussi, parce que dans les actions, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire. Aujourd'hui, quand même, la France en a pris un coup de cette condamnation. La France, ce pays qui finalement en arrive à être condamné, l'État français, par ses propres instances juridiques pour inaction. Donc en effet, l'image en est quand même un peu ternie, mais la France demeure un acteur important dans la diplomatie climatique, de par aussi le réseau qu'il a pu tisser au fil des ans, de par sa stature diplomatique de base, c'est-à-dire c'est quand même un pays qui a un siège de sécurité au Conseil de sécurité de l'ONU, donc il est quand même très actif avec un réseau diplomatique international conséquent. Donc la France a un rôle à jouer important et elle a un rôle notamment au sein de l'Union européenne, notamment suite au départ du Royaume-Uni, qui avait aussi un poids important. Fabrice Bonifay, cette procédure dite de l'affaire du siècle, est-ce qu'il faut aller jusque-là finalement pour contraindre les États? Il y avait eu un précédent aux Pays-Bas, il faut le rappeler. Ça a été dit tout à l'heure par Sophia, ça fait 26 ans qu'on négocie. Moi, je pense souvent, c'est Nicolas Hulot qui parlait d'une métaphore des réunions de copropriétaires. Il y a 200 pays qui sont à l'ONU à peu près. Ils sont d'accord sur rien. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des pays producteurs, les pays consommateurs, et les uns ont besoin des autres. Et arriver à se mettre d'accord les uns et les autres sur un consensus dans ce domaine-là, c'est impossible. La preuve, c'est que ça fait 25 ans qu'on essaye, on n'y arrive pas. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il n'y a que 10% des habitants de cette planète qui émettent 50% des émissions. 10%. Donc, en réalité, on fait partie, nous, les Français, comme les pays occidentaux, de ceux qui polluent le plus. Et pour permettre à ceux qui essayent de se développer depuis des années d'accéder à un minimum de biens matériels, il faut que nous, on accepte de moins consommer, de moins émettre de CO2 pour leur permettre d'en émettre un peu plus. Donc nous, ceux qui ont le plus d'efforts à faire, c'est nous. Et si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris, en fait, l'accord de Paris. Donc ça veut dire que cette mise au régime climatique, cette mise au régime en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il faut la rendre désirable. Et en fait, c'est avant tout un enjeu social. Comment arriver à continuer de payer des salaires en émettant de moins en moins de CO2 ? Parce que le CO2, c'est de l'énergie qui rentre dans les machines, et c'est les machines qui font la production, qui font la création de richesse. Donc si on veut demain y arriver à arrêter de se mentir à soi-même, il va falloir réinventer des indicateurs de création de richesse. Aujourd'hui, celui qu'on utilise à longueur de temps dans les médias, le fameux PIB, il faut le re-questionner rapidement. Il faut aussi mettre en place un nouveau système comptable dans les entreprises. Aujourd'hui, le système comptable des entreprises ne vise qu'à préserver le capital financier. C'est bien. Il faut créer l'extra-financier. Il faut créer la préservation du capital naturel. Ouais. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est ni plus ni moins qu'une machine qui transforme des matières premières avec de l'énergie, des convertisseurs des machines, pour créer la valeur. Donc il faut intégrer à la valeur d'une entreprise son bilan sociétal, son bilan environnemental. Bien sûr, et demander aux entreprises de tenir compte de la déplétion des ressources, de la préservation des écosystèmes dans leur modèle d'affaires. Et que les citoyens acceptent aussi de payer le juste prix pour ça. Parce qu'on est tous contents d'acheter un t-shirt à 2 € le samedi matin, mais c'est quoi la variable d'ajustement de ces très très bas coûts ? La variable d'ajustement, c'est du social, mais c'est aussi l'environnement. Il y a des familles qui nous écoutent là et qui sont à 2 € près à la fin du mois, qui n'entendent pas votre argument. Oui, mais cet argument, in fine, ça se retourne contre nous. Parce qu'à force de dire, voilà, on va ne pas payer ce qu'on doit à la nature, on en arrive à une situation ubuesque. Au rythme actuel des émissions mondiales, la planète sera dans certaines parties du monde inhabitable bien avant la fin de ce siècle, avec des migrations climatiques qui peuvent faire peur à certains et qui sera intenable d'un point de vue social. Donc au bout d'un moment, il y a aussi un discours de vérité qu'il faut tenir aux gens, de sans doute moins consommer pour mieux consommer, et avoir une attitude dans la gestion des entreprises qui sera centrée de plus en plus sur l'éradication des externalités négatives au profit d'externalités positives, mais sans variable d'ajustement environnemental et social. Donc c'est une reconfiguration du modèle d'affaires, en fait, qui est importante.
Il y a une phrase intéressante dans ce que vous disiez que je retiens, c'est se mettre au régime, se mettre au régime en termes d'émissions de ça carbone. Fait du bien de se mettre au régime. Vous disiez, est-ce que, et alors là peut-être question pour vous au sens des relations internationales, il y a aussi ça derrière les réticences de certains pays du Sud, il y a aussi le fait de se dire les pays du Nord se sont gavés pendant des siècles, ou des années en tout cas, et maintenant qu'on arrive dans nous, la société de consommation, un certain confort, là on nous dit fini, ceinture, tout le monde au régime. Alors, ce que vous décrivez, en fait, c'est entériné dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique. C'est réentériné dans le cadre de l'accord de Paris. C'est le principe de responsabilité commune, mais différenciée et de capacité respective. Techniquement, le terme fait un peu peur, complexe, mais ça veut nous dire quoi? Ça veut juste nous dire en fait que dépendamment qu'on soit un pays développé ou en développement, on n'a pas contribué de la même manière à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire le taux de concentration actuel de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on n'a pas les mêmes capacités d'adaptation. C'est pour ça que ces fameux 100 milliards, ils sont importants. C'est parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités financières de pouvoir mettre en œuvre la transition nécessaire de leur société, de leur économie, mais également de répondre aux impacts auxquels ils font d'ores et déjà face, parce que ça, il faut aussi en parler. On parle dans le futur comment on va faire, mais c'est maintenant que ces pays font face à des phénomènes de sécheresse, à des phénomènes d'inondation, comme c'est le cas pour nous en Europe, sauf qu'ici, on a beaucoup plus de capacités financières, de moyens de réponse, même de moyens de réponse d'urgence, pour répondre à ces situations-là. Et donc, en effet, c'est souvent ce qui cadre d'ailleurs les négociations, en termes d'accès, par exemple, à les transferts de technologies, en termes d'accès à des financements. Cette catégorisation entre pays développés en développement, elle est cruciale, parce que c'est un enjeu de justice. On ne va pas demander la même chose à des États qui n'ont pas contribué de la même manière. Mais la Chine, on la met où, par exemple? Alors, justement, la Chine, c'est quelque chose qui est très intéressant. Comme la Russie n'est pas reproprésentée par son chef d'État, il y a des délégations chinoises et russes, mais il n'y a pas de chef d'État. Petite anecdote sur la Chine, en effet, le président ne s'y est pas rendu. Il faut quand même remettre ça dans le contexte de la crise sanitaire. Il n'est pas sorti de son territoire depuis le début de la crise sanitaire, d'une part. Et d'autre part, il avait déclaré vouloir donner une allocution en vidéo. Et cette allocution vidéo lui aurait été refusée par la présidence britannique de la COP parce que le cadre du World Leaders Summit demandait aux chefs d'État de se rendre physiquement. Et donc, il y a eu, en tout cas, de ce qu'on peut lire dans la presse, dépendamment qu'on regarde les médias chinois, européens, on ne voit pas la même chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour revenir au statut de la Chine. Le statut de la Chine, dans les négociations, elle s'exprime avec le G77. Le G77, c'est quoi? Ce sont les pays les plus pauvres du monde. Et elle fait encore partie des pays considérés en développement. Alors même qu'en effet, d'un point de vue d'émissions, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, de loin. Mais son développement a eu lieu en fait beaucoup plus tard que les nations dites des pays du Nord, donc comme c'est le cas de la France, de l'Union européenne dans sa globalité, des États-Unis. Et donc la Chine considère qu'elle fait sa part, mais qu'elle n'est pas celle qui doit le faire le plus, parce que c'est pas celle qui a contribué le plus. Mais peut-être sur la Chine, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'effectivement c'est le premier émetteur, mais ils produisent aussi pour le reste de la planète. C'est-à-dire que nous, en France, 50% de nos émissions sont des émissions importées. Donc elles ne sont pas comptabilisées dans nos émissions, mais on les importe, ces produits. Donc c'est bien nous qui récoltons les fruits ou qui pouvons profiter de ce qui a été produit en partie par les Chinois. Donc il y a aussi un peu un double discours à vouloir mettre la faute sur les Chinois, alors que c'est nous qui avons fait des choix politiques de désindustrialiser l'Union européenne pour exporter nos pollutions. Et aujourd'hui, on réimporte ces sujets-là. Donc on a un vrai sujet diplomatique. Et peut-être pour revenir sur ce sujet-là... Dernier mot. Dernier mot, mais très rapidement, parce que le problème de l'architecture de Paris, de l'accord de Paris, c'est qu'on prend des engagements, mais ils ne sont pas, même si on ne les tient pas, on n'est pas sanctionné. Et donc à un moment donné, il va falloir mettre toutes les politiques publiques au service de la transition, y compris la politique commerciale. Actuellement, les enceintes du commerce international sont complètement discutées ailleurs. Et d'ailleurs, à Paris, lors de la COP21, la Commission européenne est venue, comme tous les États, avec comme obligation de ne pas prendre de mesures qui pourraient entraver le développement du commerce international. Donc on a besoin de lier les engagements climatiques également à des sanctions. Et donc de dire à Bolsonaro, de dire peut-être demain, si on a un candidat au Canada qui veut sortir de l'accord de Paris, à un moment donné, si vous ne tenez pas vos objectifs, eh ben, on arrêtera de commercer avec vous et on fermera notre accès, nous, l'Union européenne, à notre marché si vous ne tenez pas vos objectifs climatiques. Il va falloir aussi renforcer ça. C'est un sujet qui est en train de monter actuellement. Nous, c'est une de nos propositions phares à la Fondation Nicolas Hulot et on pense qu'on ne tiendra pas nos objectifs climatiques si on ne revoit pas notre politique commerciale internationale. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.